Le Bitcoin est à 67 000 américains, s'approche de son sommet de 69 000 américains. Vous le voyez sur ce graphique qui a été établi en novembre 2021, hausse de 40 à 45 en février. On attend aussi un événement important qu'on va vous expliquer dans le calendrier des cryptos le mois prochain. Avec nous, Alexandre Roch, professeur de finance à l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Le 11 janvier dernier, l'Autorité des marchés financiers aux États-Unis a autorisé l'entrée en bourse de fonds négociés en bourse liés au Bitcoin. Est-ce que c'est ça qui explique la hausse du Bitcoin? Oui, je pense que c'est assez rare qu'on peut vraiment mettre le doigt sur un événement en particulier, mais dans ce cas-ci, la hausse fulgurante, là, vraiment en flèche qu'on a vue depuis un mois, deux, trois mois, là, c'est vraiment lié par rapport à ça. La raison est toute simple, en fait, pour que ces institutions financières-là, ces grandes compagnies comme BlackRock puissent offrir les fonds négociés en bourse. Donc, il faut essentiellement qu'ils doivent d'abord acheter l'actif, mettre ça dans un fonds d'investissement, puis ils vont revendre les parts. Et donc là, c'est ça qu'on voit en ce moment. Ils sont sur les marchés des bitcoins en particulier, là, sont en train d'acheter en très grande quantité. Ça fait en sorte que, bien, étant donné que l'offre est fixe, ça fait beaucoup de demandes, en fait, pour le bitcoin et ça fait augmenter les prix. Est-ce qu'on s'attend... Donc, on s'attendait à cela de la part de l'évolution? C'est pas étonnant, c'est pas surprenant de voir le bitcoin s'envoler comme on... Non, c'est ça. On s'y attendait tout à fait. Je pense pas. Moi, je m'y attendais pas à ce niveau-là. Oui. Le fait de revenir à des niveaux historiques de 2021, comme vous l'avez dit, c'est assez surprenant. C'est sûr qu'avant que la SEC fasse son annonce, là, il y avait beaucoup de spéculations à savoir est-ce que ça va vraiment revenir. Là, on n'était pas tout à fait certain. Une fois qu'ils ont fait l'annonce, puis ils l'ont, je dirais pas approuvé parce qu'ils sont très réticents, ils l'ont fait un peu à contre-cœur, ils ont été obligés de le faire. Mais une fois qu'ils ont autorisé ces nouveaux produits-là, FNB, sur les bitcoins, on savait que les institutions financières allaient commencer à en acheter de leur côté. Et donc là, c'était prévisible. Ce qui est moins prévisible, c'est jusque où, en fait. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré que c'est un très grand marché, le marché des bitcoins, c'est des milliards de dollars, c'est quand même un marché qui est très peu liquide. C'est un marché qui est très fragmenté à travers toute la planète. Et donc, si une personne d'importante, un investisseur important veut commencer à acheter en très grande quantité des bitcoins, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il peut y aller. Puis il n'y a pas beaucoup de liquidité de façon journalière. Donc là, ils sont en train d'échelonner ça sur plusieurs jours, plusieurs mois, pour essayer de créer un fonds là, de Bitcoin. Est-ce que, là, on parle de 11 FNB de Bitcoin, fonds négociés en bourse, en circulation dans le marché boursier américain. Est-ce que l'engouement pourrait amener d'autres firmes à emboîter le pas, selon vous? D'autres firmes, je ne suis pas certain pour l'instant. C'est quand même beaucoup, je dirais, là, pour un marché qui n'existait pas avant ça. Ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est des FNB sur d'autres types de crypto-monnaies. Comme pour l'instant, oui, Ethereum. Là, pour l'instant, on se concentre beaucoup sur Bitcoin. Ça a toujours été le grand compétiteur, la figure de proue là, dans le marché des crypto-monnaies. C'est là qu'il y a le plus d'intérêt. Un FNB avec un panier de crypto-monnaies? Un panier potentiellement. Le problème, encore une fois, c'est une question de liquidité. Okay? Donc, ces entreprises-là qui offrent les FNB, ils doivent créer le fonds, ils doivent gérer essentiellement ces actifs-là. Ils veulent s'assurer, premièrement, non seulement que c'est liquide, mais aussi que c'est sécuritaire. Okay? Sécuritaire au niveau de cybersécurité, par exemple. Donc, on veut s'assurer que l'investisseur va toujours avoir accès aux fonds de Bitcoin, là, qui sont toujours là pour de vrai, essentiellement. Et c'était un des points importants là, pour la SEC. Ce qui reste quand même quelque chose d'énormément risqué. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est sécuritaire au niveau d'un investissement, mais on veut s'assurer quand même quelque chose de sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'ils sont peut-être plus réticents à aller vers d'autres crypto-monnaies, d'autres qu'on appelle memes, là, des genres de blagues un peu de crypto-monnaies comme Dogecoin, ces choses-là. Je pense que les institutions seraient un petit peu réticentes à aller vers ça. Il y a un événement important qui s'en vient le mois prochain. On appelle ça le halving de Bitcoin, c'est-à-dire la réduction de moitié de l'offre. Il y en a eu 3 jusqu'à présent, 2012, 2016, 2020. Et là, on arrive à 2024, avril 2024. Il va se passer quoi? Bien, en fait, c'est quelque chose qui est prévu depuis le début. Hein? Ça a été programmé comme ça. Puis juste pour vous expliquer un petit peu, on va juste revenir un petit peu en arrière. Donc, Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est des systèmes décentralisés. Ça veut dire qu'en fait, à la base de tout ça, ce sont des mineurs. Ce sont les mineurs qui gardent un historique de toutes les transactions. Et donc, pour faire fonctionner le système, pour les rémunérer, pour les récompenser, à chaque fois qu'un bloc est créé, donc à chaque fois qu'un bloc de transaction est vérifié et créé par un mineur, on le récompense en donnant un certain nombre de bitcoins. Okay? Et donc, c'est pas tant l'offre qui va diminuer, mais c'est juste le nombre de bitcoins qui va être ajouté à chaque fois qui va être diminué. Donc là, en ce moment, c'est 6 bitcoins qui vaut, j'imagine, autour de 200 000 à chaque 10 minutes là, qu'un mineur fait comme profit. Quand ça va réduire au mois d'avril, mais ça va être la moitié de ça. Donc, seulement 3 points quelque chose. Bitcoin qui va être donné en récompense à chaque fois qu'un bloc va être créé. Donc, on alimente une forme de rareté?
Oui, c'est ça. Le but, c'est essentiellement de stabiliser l'offre. En fait, Ouais. l'offre est essentiellement déterminée jusqu'à la fin des temps, jusqu'en 2050. Et donc, on veut stabiliser l'offre. Et l'idée originale, c'est de se dire, bien, si on stabilise l'offre, le prix devrait se stabiliser aussi à long terme, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, parce que Ça le fait du monter, côté de la en fait. demande, en fait, la demande est complètement imprévisible. Quelque chose comme on vient de voir, là, on ne pouvait pas vraiment le prévoir l'année dernière. On pensait que les FNB aux États-Unis, c'était à peu près impossible. On ne le voyait pas venir. Et donc là, tout d'un coup, ça, c'est quelque chose de nouveau dans le marché. On est rendu quoi? À la troisième, quatrième bulle spéculative. Là, pour moi, c'est purement de la spéculation, ce qu'on observe à ce moment-ci. Ça pourrait très bien retomber. Mais est-ce que le prix va monter, en fait, avec Le halving, je ne pense pas que ça va avoir un impact. Donc, en fait, l'impact que ça fait, c'est essentiellement que les mineurs vont voir leur profit réduit. Ouais. OK, essentiellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les gens investissent dans des technologies, dans des serveurs puissants, des usines de minage pour essayer d'avoir le billet de loterie gagnant, puis gagner toujours le nouveau bloc de Bitcoin. S'il y en a la moitié moins qui sont disponibles, bien, ça va faire en sorte que toute cette technologie-là va servir à rien. Les profits vont baisser et donc il va y avoir beaucoup de mineurs qui vont se retirer du marché. Donc, ceux pour lesquels ce n'était pas profitable vont se retirer du marché, puis il va y avoir essentiellement moins de mineurs sur le marché à partir du mois Ce qui aura pour d'avril. effet sur le prix de... À mon avis, ça va avoir très peu d'effet sur le prix. Si on regarde historiquement, c'est vrai que ça a suivi comme des hausses, mais bon, c'est des hausses très spécifiques, là, aussi. Il y avait plein d'autres événements là, qui auraient pu expliquer les hausses. À mon avis, ce phénomène-là de halving ne devrait pas trop avoir d'impact sur le prix en tant que tel. Alexandre Roch, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.